Merci d'écouter RFI, les 6h30 à Paris, 2h de moins en temps universel. Sonia Ghezali. Bonjour à tous. Une manifestation contre la résolution de l'ONU pour l'envoi d'une force policière au Burundi. 1 millier de personnes étaient réunies hier à Bujumbura à l'appel du gouvernement. Un rassemblement contre la France également qui est à l'origine du texte adopté par le Conseil de sécurité. À Kinshasa, un nouveau meeting politique. L'opposition se mobilise à son tour ce dimanche. Hier, un forum citoyen organisé par l'ONG Congo Global Action a rappelé l'importance de tenir la présidentielle dans le délai constitutionnel. On entendra le docteur Denis Mukwege. La prorogation de l'état d'urgence au Mali, 8 mois de plus, votée par l'Assemblée nationale à l'unanimité. Plus de volonté et plus de courage, c'est ce que demandent au gouvernement tunisien les députés de l'Assemblée des représentants du peuple. Nous entendrons l'une des figures du parti Ennahda. Il explique pourquoi il n'a pas renouvelé sa confiance au Premier ministre. Aucun policier onusien ne pourra fouler le sol burundais sans le consentement de Bujumbura. Le gouvernement du Burundi tient à le rappeler après l'adoption par le Conseil de sécurité d'une résolution soutenue par la France et qui autorise l'envoi de plus de 220 policiers dans le pays. Il n'y a pas eu de déclaration officielle des autorités, mais le message est clair sur les réseaux sociaux ou dans la rue Anne-Cantner. Les autorités burundaises ne se sont pas exprimées publiquement, mais les premières réactions sur Twitter laissent peu de doute. Inimaginable qu'une résolution non consensuelle soit appliquée sans le respect du sacro-saint principe de la souveraineté. Ces mots sont ceux de l'ambassadeur du Burundi à l'ONU. Même ton chez une conseillère du président, elle rappelle que le consentement de Bujumbura est indispensable. Une manifestation était même organisée hier matin dans la capitale. Au moins 1 millier de personnes ont défilé à l'appel du pouvoir contre cette résolution et contre la France. Et parmi les manifestants, il y avait le maire de Bujumbura, Freddy Mbonimpa. Le message du gouvernement, c'est dire non à la France, c'est dire non à toutes ces personnes qui ne voient pas les efforts du gouvernement. On ne voit pas pourquoi ces policiers ne sont pas venus l'année dernière où il y avait des problèmes. Aujourd'hui, que tout le monde dort très bien, tout le monde va à ses occupations, que c'est le moment de venir. Il y a quand même ce qui ne marche pas. L'ambassadeur de France à Bujumbura a parlé d'incompréhension. Il a tenté d'expliquer que cette résolution était une bonne chose pour le Burundi, pour aider le pays à sortir de la crise, avec l'espoir assez mince de convaincre les autorités d'accepter le déploiement de ces 228 policiers des Nations Unies. À 5h32 à Kinshasa, capitale d'un pays en pleine campagne électorale. Après le meeting de la majorité présidentielle il y a 2 jours et le retour de du leader de l'opposition, Étienne Tshisekedi, c'est donc l'opposition qui tient son meeting ce dimanche. Un forum citoyen, lui, s'est achevé hier à 5 mois de la fin du 2e mandat présidentiel de Joseph Kabila. Le message de ce rendez-vous organisé par l'ONG Congo Global Action est clair. Tenir l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel est possible et c'est une condition de paix. Un discours soutenu par le docteur Denis Mukwege devant une trentaine de participants venus des provinces de la République démocratique du Congo. Il propose de convoquer la présidentielle pour la mi-septembre à Kinshasa, Kamanda ou à Kamanda Muzembe. Le docteur Denis Mukwege est optimiste. Ce médecin réparateur des femmes croit que l'élection présidentielle est possible dans le délai constitutionnel. Il faudrait absolument que les élections soient convoquées le 19 septembre, ça a été dit, et nous espérons que les élections pourront avoir lieu le 5 décembre. Et pour André Mbata, enseignant du droit constitutionnel, la Cour constitutionnelle n'a pas modifié l'article 73 de la Constitution. Cet article reste tout entier. La Cour n'a pas exempté la CENI de convoquer le scrutin pour l'élection du président de la République 90 jours avant la fin de son mandat. La Cour ne l'a pas dit. En tout cas, un autre Congo est possible, selon le professeur Thierry Landou. Notre chemin de la paix est avant toute chose l'expression de notre fidélité à cette Constitution, socle d'une démocratie que nous voulons désormais plus que jamais, différente de la démocratie de façade, faite d'institutions dites démocratiques et d'hommes forts. On n'en a donc pas encore fini avec le débat sur le respect du délai constitutionnel pour l'organisation de la présidentielle. Kamanda ou à Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. Et sur le plan humanitaire, le coordonnateur des Nations Unies lance un appel aux autorités locales pour que les conditions de sécurité des humanitaires, des employés de l'ONU et d'ONG soient améliorées. Les problèmes de sécurité les empêchent d'intervenir auprès des populations civiles et des déplacés. Mamadou Diallo en appelle aux autorités et particulièrement au gouvernement provincial.
par définition, la famille humanitaire n'a pas les moyens physiques d'assurer sa propre sécurité. Elle demande, et c'est la contribution qu'elle demande aux autorités locales et aux autorités coutumières, c'est de créer un minimum de sécurité pour pouvoir travailler. Vous savez, chère madame, qu'actuellement, il y a des opérations militaires conjointes en cours, mais il y a également l'action, un regain d'activité des groupes armés. Pour des raisons que vous connaissez ou que vous ignorez, et que moi aussi j'ignore, mais cela génère des déplacements qui sont incroyables. Et nous avons signalé au gouvernement provincial que s'il n'y a pas un effort concerté et délibéré de la part du gouvernement de créer des conditions sécuritaires minimales pour que nos équipes puissent travailler, nous sommes obligés de réduire la voilure, parce que nous ne pouvons plus envoyer des gens. Le cas de Miriki, tout le monde en parle parce que c'est dans la presse, mais en fait ce n'est que la partie visible d'un grand problème d'insécurité, parce que nos partenaires humanitaires ont été à plusieurs reprises victimes de tentatives d'enlèvement ou d'enlèvement avec demande de rançon, et nous ne sommes pas préparés à gérer ça. Mais peut-être plus loin que ça, c'est ce dialogue entre nous et l'autorité provinciale. C'est le partage d'informations pour que nous ayons des éléments pour analyser le risque. Je pense que c'est ce manque de partage d'informations réelles et en temps réel qui nous cause du souci. Mamadou Diallo, le coordonnateur des Nations Unies en République démocratique du Congo, il répondait à notre correspondante Sonia Rollet. Et puis toujours en RDC, cette nouvelle attaque survenue hier, attribuée à de présumés rebelles ADF dans la cité d'Oicha à Mamiki-Tenambo, dans le territoire de Beni, dans l'est de la République démocratique du Congo. Et selon un premier bilan, un soldat FARDC a perdu la vie, un autre a été blessé dans ces échanges. Un casque bleu malawite a également été blessé. Il y aurait 2 morts parmi les assaillants. Au Tchad, suite de l'enquête sur la disparition de plusieurs militaires, policiers et gendarmes qui avaient voté contre la réélection du président Idriss Déby. Leurs familles sont sans nouvelles depuis ce scrutin présidentiel en avril dernier. La justice a tenté à 2 reprises d'interroger 2 anciens candidats, Galingo Tegata ainsi que le chef de file de l'opposition, Saleh Kebzabo. Invoquant leur immunité parlementaire, les 2 députés ont toujours refusé de se présenter au juge. Le Parlement vient d'autoriser leur audition. Majas Ranako. Il y a 10 jours, les 2 parlementaires ont reçu chacun une convocation à se présenter au bureau du procureur de la République qui souhaite les entendre comme témoins dans le cadre de son enquête sur la disparition des militaires au lendemain de la présidentielle d'avril dernier. Galingote étant absent, ce sont les avocats de Saleh Kebzabo qui sont allés dire au procureur que leur client ne répondra pas à la convocation, sauf autorisation du bureau de l'Assemblée nationale. Vendredi dernier, le bureau de l'Assemblée nationale s'est réuni pour examiner la demande du ministre de la Justice et a décidé d'autoriser la justice à écouter les 2 parlementaires, malgré le risque que ceux-ci passent du statut de témoin à inculpé. Au lendemain de la présidentielle, plusieurs militaires, gendarmes, policiers ont été signalés comme disparus par leur famille. Des corps sans vie ont même été retrouvés et présentés comme des membres des forces de défense et de sécurité ayant refusé de voter pour le président Déby. Les 2 parlementaires étaient parmi les premiers à dénoncer ces disparitions. C'est la raison pour laquelle le procureur dit vouloir les entendre dans le cadre de son enquête. Madjasra Nakonjamena, RFI. J-3 avant les élections municipales en Afrique du Sud, dernier week-end de campagne dans le pays, avant le verdict des urnes mercredi. Le Congrès national africain pourrait perdre plusieurs grandes villes comme Johannesburg. C'est ce que prédisent les derniers sondages qui donnent en tête l'Alliance démocratique, le premier parti d'opposition qui a choisi pour son dernier meeting de rassembler ses militants dans le stade de Dobsonville à Soweto avec un slogan « L'Afrique du Sud doit avancer de nouveau ». Le reportage de Lisa Fabian. Apporter du changement en Afrique du Sud, c'est la promesse de l'Alliance démocratique. Pour beaucoup, le parti fait aujourd'hui figure d'alternative crédible à l'ANC. Catherine dénonce la corruption qui ronge le parti majoritaire. Ils voient bien que les gens ont perdu confiance en eux. On ne mange que lorsque les élections approchent, c'est ça que fait l'ANC. Mais après les élections, ils disparaissent. Ils conduisent des voitures de luxe et ne nous regardent même plus. Laissons la DIA gouverner pendant 5 ans, juste pour voir. La DIA promet de meilleurs services publics et plus d'emplois. Tabello est originaire du township de Sebokeng où près de 60% des jeunes sont au chômage. Nous voulons que des investisseurs privés viennent dans nos communautés pour donner du travail aux jeunes. Là où la DIA est au pouvoir, nous avons vu qu'ils amènent du changement et des emplois. Le jeune homme rejette les attaques de l'ANC qui accuse la DIA d'être un parti de suprémacistes blancs avides de pouvoir.
Quand ils affirment qu'il y a un blanc derrière Moussi Maïmane, c'est juste de la propagande. Ça me brise le cœur personnellement parce que ce n'est pas pour ça que Nelson Mandela s'est battu. Mandela s'est battu contre les divisions raciales dans la société. Moussi Maïmane, premier leader noir de l'Alliance démocratique, a rappelé aux Sud-Africains qu'ils ont aujourd'hui le choix de voter pour un autre parti que l'ANC. Ce pouvoir, c'est Madiba qui nous l'a donné. Mercredi, votez pour Madiba, a-t-il lancé. Lisa Fabian, Soweto, RFI. L'état d'urgence au Mali restera en vigueur jusqu'au 29 mars 2017. L'Assemblée nationale a voté à l'unanimité en faveur d'une prorogation de 8 mois de la mesure d'exception réinstaurée le 21 juillet après l'assaut contre un camp de l'armée à Nampala dans la région de Ségou. Une mesure qui avait été mise en œuvre la première fois le 20 novembre 2015. Après l'attaque de l'hôtel Radisson Blu de Bamako, 18 personnes avaient été tuées, 2 assaillants abattus. Et puis depuis hier soir, les combats ont repris dans la région de Kidal entre ex-rebelles et membres d'un groupe armé pro-gouvernemental. Des combats qui avaient débuté la semaine dernière les 21 et 22 juillet. En Tunisie, le vote des députés sans appel contre le gouvernement de Hassib Essid, le Premier ministre qui quitte ses fonctions. L'Assemblée des représentants du peuple lui a retiré sa confiance. C'est le choix de 118 parlementaires sur les 191 présents dans l'hémicycle. 3 ont voté pour, les autres se sont abstenus. Ce résultat était attendu. Les relations entre le chef du gouvernement et le président Béji Caïd Essebsi étant difficiles ces derniers mois. Les députés, eux, ne remettent pas forcément en cause les résultats de ces 2 années de gouvernance, comme l'explique Ali Layared du parti Enarda. Nous ne votons pas en fait contre le bilan de ce gouvernement. Le bilan est plus ou moins acceptable vu les conditions dans lesquelles a travaillé ce gouvernement. Certes, il y a des échecs. Nous avons fait ce diagnostic. Il y a des objectifs qui ont été réalisés. Mais l'initiative consiste à créer de nouvelles conditions beaucoup plus avantageuses pour que le prochain gouvernement avance. Donc le prochain gouvernement doit avoir plus de courage, plus de volonté pour faire les réformes nécessaires. C'est là où le gouvernement actuel a été critiqué. Il n'y a pas beaucoup de persévérance, beaucoup de volonté, surtout beaucoup de courage. Outre le terrorisme, nous avons beaucoup de laxisme qu'il faut vraiment combattre. Ali Layared du parti Enarda au micro de Jeanne Bergaoui. Des négociations entre les formations de la coalition au pouvoir vont commencer afin de désigner un nouveau chef de gouvernement. Antananarive et son palais des sports, c'est là que s'est ouvert hier samedi la 10e édition des Jeux de la Commission de la jeunesse et des sports de l'océan Indien. La compétition va durer jusqu'au 5 août. Les jeunes de moins de 18 ans vont s'affronter. Ils viennent de Djibouti, des Seychelles, de Mayotte, la Réunion, des Comores et de Madagascar. Des pays réunis par le sport mais qui ont pour certains contentieux en cours. L'année dernière à La Réunion, lors des Jeux de la Commission pour adultes, il y avait eu un incident diplomatique entre les Comores et Mayotte, brouillés pour un litige territorial. Les autorités malgaches ont donc voulu éviter les incidents. Pas d'accroc à la cérémonie d'ouverture hier, sans nier toutefois quelques tensions. Jeanne Richard. Un superbe spectacle a marqué l'ouverture de ces Jeux. Cette fois, la fête n'a pas été gâchée, les règles étaient claires. Aucun drapeau national autorisé, comme l'explique le ministre des Sports malgache et président de la CJSOI, Jean-Anissé Andiamoussarissou. Il est bien écrit en noir sur blanc dans la charte que lors des cérémonies officielles de l'ouverture et de clôture des Jeux, il n'y a que le drapeau des Jeux de la CJSOI qui peut être hissé et porté par toutes les délégations. Il avait même proposé que les drapeaux soient interdits lors des remises de médailles. Les règles prévoient que seule Mayotte n'a pas le droit de hisser le drapeau français tant que le litige territorial avec les Comores n'est pas réglé. La présidence de la CJSOI a fait une proposition pour que tous les pays montent le drapeau de la CJSOI lors de toutes les cérémonies de remise de médailles pendant ces Jeux. Mais les autres pays n'ont pas accepté ça. Ils ont exigé que la charte soit appliquée. Et hier, les événements ont failli déraper car le logo de la France, Marianne sur fond bleu-blanc-rouge, était présent sur les survêtements des athlètes mahorais. Un détail qui n'a pas échappé au ministre des Sports comorien qui s'est senti offensé. Même si les tensions semblent retomber, il a demandé une réunion pour discuter le problème. Jeanne Richard, Antananarive, RFI. À 7h44 à Antananarive, il est 4h44 à Conakry.
À suivre le journal des sports. Dans les prochaines minutes, nous irons aussi dans l'ouest de la France à la rencontre d'un groupe folk originaire du Cap, la ville sud-africaine qui est à l'honneur du festival de Saint-Nazaire. Mais avant cap sur le sud de la France, on se rend à Marseille pour rencontrer notre invitée. C'est une artiste également. Appelez-nous, exprimez-vous. Juan Gomez. Au Gabon, Ali Bongo sera bien candidat à l'élection présidentielle. La Cour constitutionnelle a rejeté les recours de l'opposition qui accuse le président sortant d'avoir falsifié son acte de naissance et de ne pas être né gabonais. Nicolas Brousse lance le débat. 33 9 693 693 70. Nicolas Brousse avec vous au téléphone demain à partir de 8h10 TU. RFI. Afrique Matin sur RFI. Sonia Ghezali. La chanteuse guinéenne Sayon Bamba prépare une comédie musicale sur l'épopée mandingue. Elle y travaille en Guinée, à Conakry, où elle a posé ses valises. Reposé ses valises même, puisqu'elle a quitté Marseille, la cité phocéenne, sa ville d'adoption où Olivier Roger l'a rencontrée. Elle y était de passage en juin dernier, notamment pour chanter au festival Afrique Tête. Bonjour Sayon Bamba. Bonjour. Alors on a de la chance de vous trouver ici à Marseille parce que vous êtes revenu en Guinée et maintenant vous vivez uniquement à Conakry pour l'instant. J'avais besoin de retourner un petit peu à la source pour repuiser des énergies nouvelles. Alors justement cette énergie nouvelle que vous avez puisée vous a permis d'avancer un certain nombre de projets et notamment cette comédie musicale que vous préparez sur l'épopée mandingue. Oui, cette comédie musicale que j'ai écrite donc s'appelle La Folle Mandingue parce que moi je trouvais l'épopée mandingue totalement folle vu ce qui était raconté entre les histoires de Soumaoro qui habitait 7 étages alors qu'à l'époque il n'y avait pas d'immeuble. J'essaie de faire un aller-retour dans le passé et le présent. Et le présent étant, mon présent est l'Afrique mais aussi l'Europe, aussi Marseille, aussi les HLM, aussi les histoires des quartiers. Voilà, je dépeins un mandingue un petit peu nouveau, quoi, un mandingue plus moderne où la femme est à la place d'honneur. Parlons de cette épopée mandingue. Nos auditeurs la connaissent bien. C'est la grande épopée de Soundiata du XIIIe siècle. Cette épopée mandingue, vous affirmez que les femmes ont joué un rôle déterminant, ce qui n'apparaît pas dans les textes. Par exemple, quand on parle de la victoire de Soundiata, on dit que Soumaoro Kanté était un roi puissant, qu'il était impossible de le vaincre, qu'on n'aurait pas pu le vaincre sans l'aide de sa femme, qui était donc la petite sœur de Soundiata. C'est elle qui va amoureusement soutirer le secret de Soumaoro pour vaincre Soumaoro et qui va le donner à son frère qui aura ensuite l'élément pour venir à bout de Soumaoro. D'ailleurs, Soumaoro ne sera pas mort. Il disparaît, paraît-il, il devient un vent. Et quand on va dans la montagne de Woyowoyanko, le vent qui souffle serait l'âme de Soumaoro Kanté. Et donc cette femme a eu un rôle capital. Puis nous avons Sogolo Ndiata, la mère de Soundiata, qui était la femme buffle, qui était pleine de pouvoir finalement et qui a été à l'origine de toute la formation de son fils et qui a donné pas mal de pouvoir à son enfant. Donc 2 femmes. Les gens n'arrêtent pas de chanter la gloire de ces hommes et dire que voilà, ils en ont fait un mandingue éternel. Moi je dis faux, les femmes en ont fait un mandingue continuel. Dans ce spectacle, vous allez vous mettre à faire du cirque et à danser. Et à jouer aussi au théâtre. Oui, dans le spectacle, d'abord je me suis posée pour écrire le texte. Ensuite, je me suis penchée sur la mise en scène. J'en ai signé la mise en scène, assistée par une fille qui est très bien, qui s'appelle Rogiatou Kamara, qui m'a assistée à la mise en scène. Puis j'ai fait venir Jacob Bamogo pour faire la création lumière et sonore du spectacle. Ce spectacle est un hommage à mon mari, à mon premier mari qui est décédé d'un cancer, avec qui j'ai eu un fils. Et il était important, on a toujours parlé de ce projet, on n'a jamais pu le mener à bout. Et c'était une façon de le finir pour lui aussi, pour lui rendre hommage, même s'il était parti, de lui dire que voilà, j'avais pas oublié nos projets et que j'étais toujours un petit peu restée la même. Vous êtes incroyable parce que quand on vous écoute, on a l'impression que vous avez déjà eu plusieurs vies. Oui. Entre le cirque, la mise en scène, la musique surtout. Et cette musique, vous n'arrêtez pas, vous continuez, vous allez prochainement sortir un album. Oui, je prépare un album qui s'appelle Nyogetombo, donc traduction, bidonville. Bidonville, parce que je suis repartie en Guinée et donc j'en avais un souvenir de 20 ans, d'il y a 20 ans, d'une Guinée avec pas mal de problèmes, mais d'une Guinée propre, d'une Guinée où les plages étaient saines. Et là, j'ai retrouvé une Guinée de déchets avec plein de sacs poubelles sur les plages, avec zéro organisation côté poubelle et bidonville. C'est un petit peu ce cri du cœur de dire mais qu'est-ce qu'on est devenu, qu'est-ce qu'on est en train de faire. Et on est en studio. Normalement, ça devait sortir là, mais vous savez, les artistes, on n'est jamais prêts. Et quand c'est pas prêt, mais c'est pas prêt, on continue.
Il y a quelques années, vous étiez particulièrement séduite par la musique électronique. Est-ce que c'est toujours le cas ? Est-ce que vous avez creusé cette veine d'afro-électro qui est très à la mode en ce moment, que ce soit en Afrique du Sud ou au Kenya ou en Côte d'Ivoire même ? Les artistes, nous, on a une liberté. Des fois, on a des envies, on les explore. Après, ce qui est difficile, c'est que nos publics se sentent une pérennité de ce que nous, on doit faire. Et ils aiment tellement ce qu'on fait qu'ils s'identifient à nous et qu'ils sont choqués quand on change de style ou quoi. J'ai fait de l'électro. Ça a choqué votre public ? Non, pas du tout. Il y a beaucoup. J'ai eu beaucoup d'arrivées. J'ai eu quelques départs, quelques personnes qui étaient des puristes. Qui regrettaient l'acoustique. Oui, c'est dommage et tout. Je dis, mais écoutez mode vacances et puis écoutez peut-être le prochain ou peut-être autre chose. Ça va revenir. Mais ce disque-là, c'est son histoire et c'est ça. Et ça a ramené beaucoup de monde. Non, c'était très bien. Merci beaucoup. Un entretien réalisé par Olivier Roger qui rencontrait la chanteuse guinéenne Assayon Bamba. RFI à Conakry, 89.9 FM. Les titres de ce dimanche 31 juillet, en Turquie, 2 semaines après un coup d'État manqué contre lui, le président Recep Tayyip Erdogan entend fermer les académies militaires, placer directement sous son autorité l'état-major des armées, ainsi que les services de renseignement, des réformes qui nécessiteront des modifications de la Constitution. À la fin des journées mondiales de la jeunesse à Cracovie en Pologne, aujourd'hui une messe sera célébrée par le pape François. Hier, une veillée a rassemblé 1,5 million de jeunes catholiques. Le souverain pontife a par ailleurs exhorté la jeunesse à ne pas rester inactive. En France, après l'assassinat du père Jacques Hamel en début de semaine à Saint-Étienne-du-Rouvray, 2 personnes sont toujours en garde à vue, le cousin d'un des 2 assassins, ainsi qu'un réfugié syrien. Hier, des messes et des rassemblements d'hommage ont eu lieu dans cette commune de la banlieue de Rouen, dans le nord-ouest du pays, mais aussi à Lyon et à Bordeaux. Et puis, alors que les Jeux Olympiques débutent vendredi prochain à Rio de Janeiro, au Brésil, le CIO a formé un comité de 3 personnes qui doit trancher au cas par cas quels athlètes russes sont autorisés à participer aux épreuves après les révélations de dopage organisées par l'État russe. Le journal des sports. Bonjour Pierre Chaperon. Bonjour Sonia. Les Jeux Olympiques commencent donc dans 5 jours avec la cérémonie d'ouverture au Maracanã, Rio de Janeiro. L'occasion de prendre des nouvelles des meilleurs sprinteurs du continent. Gros plan ce dimanche sur l'Ivoirienne Muriel Aouré, porte-drapeau de la délégation. 2 fois finaliste aux JO de Londres, médaillée d'argent aux mondiaux de Moscou, c'était en 2013 sur 100 et 200 mètres. 1 an après des championnats du monde 2015 gâchés par une blessure au genou, l'Ivoirienne arrive en forme. La preuve, il y a un mois, elle a remporté pour la première fois le titre continental sur 100 mètres à Durban, en Afrique du Sud. Quelques jours auparavant, elle avait signé le record d'Afrique sur la distance, temps de référence 10 secondes 78, performance signée en Floride, où elle partage ses entraînements avec l'Américain Justin Gatlin. Dans un meeting anecdotique, elle a sorti une performance historique et vécu un grand moment en famille. Muriel Aouré. Je me sentais très à l'aise parce que c'est la piste sur laquelle je m'entraîne tous les jours. Je suis dans mon environnement, ma mère était là. Et quand ma mère est là, je fais toujours des exploits, quoi. Toujours, c'est comme ça. Le championnat du monde à Moscou, elle était là. Chaque championnat, elle vient toujours au grand championnat. C'est la première fois qu'elle est venue à une toute petite course comme ça parce que je dis « Ah maman, tu fais ça, tu viens ?» Je dis « Bon, on va voir ce qui se passe. » Je fais 10,78, je croyais même pas. Oui. On voit des images d'une petite vidéo amateur où vous vous effondrez sur le stade d'échauffement dans les bras de votre mère. Ouais, c'est ça. C'est parce que ma mère fait tout pour moi. Elle est comme une de mes meilleures amies et surtout ma mère. Et revenir d'une blessure l'année dernière et tout ça. Donc j'ai pensé à tout ça et la voir là, c'est ce qui m'a fait pleurer, quoi. Le sourire communicatif de Muriel Aouré au micro de Christophe Jousset. À noter que vous retrouverez cet entretien complet dans Mondial Sport ce soir à 21h10, temps universel. La Côte d'Ivoire, on y reste avec du football et un mot sur la SEC Abidjan. Les Mimos qui jouent ce dimanche un quart de finale de Coupe nationale face à Gagnoa. L'occasion pour nous de faire le point sur la situation du club d'Abidjan dans les différentes compétitions où le club est engagé. Emmanuel Kofi. ASEC Gagnoa s'annonce comme un duel au couteau. L'enjeu, en cas de qualification pour les demi-finales et une victoire en finale pour la SEC le 6 décembre prochain, un 20e sacre en 53 éditions de la Coupe nationale. Pour Gagnoa, ce serait une première. Le Sporting, 7 fois finaliste de cette compétition, n'a jamais été consacré. L'enjeu, c'est aussi pour les 2 formations, une place en Coupe de la Confédération la saison prochaine. Les pronostics sont en faveur de Gagnoa, solide leader en championnat, 23 journées, 22 buts, 39 points. La SEC est loin derrière, 6e, 31 points, mais
avec 2 matchs en retard, 5 en comptant les 3 dernières journées. La SEC peut donc rebondir en championnat, même si un match difficile l'attend contre l'AS Tanda. Engagée en Ligue africaine des champions, lanterne rouge de la poule A, 4 points, la SEC doit réaliser le hold-up parfait le 14 août à Casablanca contre le WAC avant de tout donner contre les Égyptiens de Al Ali à Abidjan le 27 août lors de la dernière journée pour entrevoir les demi-finales. La SEC, avec une équipe jeune et peu homogène, est sous pression. Emmanuel Kofi, Abidjan, RFI. Et pour être complet, sachez que le vainqueur de ce quart de finale qui aura lieu cet après-midi au stade Robert Champroux affrontera en demi-finale le Stella Club d'Adjamé. C'est un club de Ligue 2. L'actualité du football, c'est sur notre site afriquefoot.rfi.fr. On termine cette édition avec du basket et l'afro-basket des moins de 18 ans à Kigali, au Rwanda. Angolaises et Égyptiens, c'est difficile à dire le matin, s'affrontent ce dimanche en finale. L'Angola, troisième nation la plus titrée de la compétition, a battu largement la Tunisie en demi hier. Le score 92-58, tandis que de son côté, l'Égypte, deuxième nation la plus titrée, a validé sa place en finale après une victoire ric-rac sur le Mali, 77-74. Angola-Égypte, c'est donc la finale. À signaler que Maliens et Tunisiens s'affronteront à l'occasion du match pour la troisième place. Ce dimanche également, l'actualité du sport, c'est dans notre émission ce soir 21h10 temps universel, Mondial Sport. Merci Pierre Chaperon pour ce journal des sports. Reste avec nous sur RFI. Idée. Dans un monde où l'espoir collectif est en berne, le philosophe Roger-Paul Droit et la journaliste Monique Atlan nous proposent d'en finir avec le pessimisme et s'interrogent sur l'avenir de l'espoir. Il y a une tentation contemporaine à refuser la non-maîtrise. La déception est insupportable, alors on ne prend plus le risque d'espérer. Idée, Pierre-Édouard Deldic. Tout à l'heure, à partir de 15h10 TU. RFI. Découvrez la nouvelle page culture de RFI.fr. D'Abidjan à Avignon, de Pyongyang à Paris, de l'Afrique à l'Australie, toute l'actualité du cinéma, du théâtre, des arts plastiques ou de la littérature est sur RFI.fr/culture. On prend la direction maintenant des escales de Saint-Nazaire. Dernier jour du festival qui a commencé vendredi dans l'ouest de la France. Cette année, l'Afrique du Sud est à l'honneur et plus précisément le Cap. L'une des révélations de cette année est un groupe folk, Native Young. Premier concert en France donné sur la scène des escales pour ce groupe qu'a rencontré Sébastien Gédor. Le concert a commencé devant quelques curieux. 1 heure plus tard, ils étaient des milliers à communier au milieu de la nuit avec un groupe à l'énergie solaire. Native Young, c'est comme si les Beach Boys s'étaient échoués sur une plage du Cap, comme s'ils s'étaient mis au Cassi Pop, un style que définit Nick, le bassiste. Cassi Pop. Cassi, ça veut dire township en Afrique du Sud. C'est donc de la pop des bidonvilles. Le groupe est né dans le township de Philippi, au Cap. Barbe christique, dreadlocks ou petits chignons. Jackson, Mark, Alejandro, Vuyani, Yannick et Nick sont des hippies sud-africains au son psychédélique. Marimba, guitare, basse, batterie, les instruments se mélangent comme les origines des membres de Native Young, sud-africains, espagnols, ougandais. Vuyani, l'un des percussionnistes. C'est un mélange de Xhosa, d'anglais, de zoulou. Chaque musicien apporte ce qu'il ressent. Il pose ses sentiments sur la table, les autres s'en emparent. Notre musique rassemble toutes nos origines. Young a vu le jour lors d'un concert improvisé dans un garage. Alejandro passait par là. Cet Espagnol faisait du couchsurfing pour découvrir l'Afrique du Sud. Autrement dit, il squattait les canapés de ceux qui voulaient l'héberger. 2 ans plus tard, Alejandro est toujours là. Cette musique a capté mon attention. Mon âme me disait de rester et d'apprendre à jouer cette musique en Afrique du Sud. Ressentir ces rythmes, ces mélodies, ces chants comme eux les ressentent. Ça vous fait grandir. Native Young, native signifie indigène. Des indigènes, oui, mais sans frontières. Sébastien Gédor, Saint-Nazaire, RFI.
Sébastien Gédor avec le groupe sud-africain Folk Native Young aux Escales de Saint-Nazaire, festival de musique qui s'achève aujourd'hui et dimanche. Restez avec nous sur RFI, il est près de 7h à Paris et vous retrouvez dans quelques secondes Juliette Rangeval pour RFI Matin.